Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 8 décembre 2022. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Travailleurs immigrants arriveront dans Portneuf en mars prochain, dont 21 futures infirmières et 11 familles. Saint-Uribe met sur pied une exposition d'œuvres inédites du peintre de réputation internationale Jean-Paul Riopelle. 2 projets à Saint-Raymond sont finalistes du concours sur les traces de Louis Hébert, dont une ferme florale. On reçoit Cassandre Masson. La CBJC dévoile les résultats d'un sondage sur le potentiel retour de la pêche au saumon dans la Jacques-Cartier et le vitrail de la chapelle du lac Sept-Îles, démolie en 2017, a été restauré et se trouve maintenant dans l'église de Saint-Raymond. Alors, bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Tout d'abord, bel exemple de mobilisation cette semaine dans Portneuf. Plusieurs élus municipaux, provinciaux et fédéraux, représentants du monde de l'éducation, de la santé, du secteur communautaire, de l'accueil d'immigrants et du CIUS de la capitale nationale ont annoncé à Saint-Raymond l'arrivée de 30 travailleurs immigrants dans Portneuf en mars prochain, dont 21 futures infirmières et 11 familles. Dès leur arrivée, 21 candidates et candidats francophones, infirmiers et infirmières provenant de la Tunisie, du Maroc et du Cameroun seront embauchés par le CIUS de la capitale nationale. Écoutons le député de Portneuf, Vincent Caron. On va accueillir 11 familles, dont 30 enfants dans Portneuf, 30 enfants de 12 ans et moins. C'est donc l'annonce de 30 travailleurs qui vont s'établir ici, on l'espère, ou en tout cas, on va tout mettre en œuvre pour qu'ils demeurent ici dans Portneuf. Donc au total, ce sont 30 travailleurs qui vont s'installer dans Portneuf, dont 21 futures infirmières et Au cours de la première année, ces infirmières pourront jumeler études et travail en œuvrant comme préposées aux bénéficiaires à l'hôpital régional de Portneuf à Saint-Raymond ou dans un CHSLD de Portneuf. Pendant la première année, elles suivront une formation de mise à niveau et passeront l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. La formation sera offerte par les enseignants du cégep de Limoilou au centre de formation de Portneuf à Saint-Raymond. Écoutons Sandra Racine, directrice des soins infirmiers et de la santé physique au CIUS de la capitale nationale. Ils sont considérés au Québec comme des infirmières diplômées hors Canada et leur dossier est analysé par l'Ordre des infirmières. Puis, selon leur expérience, selon la formation qu'ils ont reçue, puis selon leur pays d'origine, l'Ordre détermine le complément de formation nécessaire pour qu'ils puissent exercer selon les standards du Québec. Donc, généralement, les formations peuvent varier entre 8 et 12 mois selon le pays d'origine, puis selon leur expérience. On compte actuellement 160 infirmières et infirmiers répartis dans l'ensemble du réseau public dans Portneuf. Les 21 nouvelles recrues viennent donc prêter main forte, mais il manquerait encore 25 autres infirmières et infirmiers pour combler les besoins dans Portneuf, comme nous dit le président directeur général du CIUS de la capitale nationale, Guy Thibodeau.
Et dans le fond, nous, dans l'immédiat, on aimerait en engager au moins 25 de plus à très court terme pour être capable de... Ça, c'est pour, juste pour combler nos postes, là, parce que dans le fond, il y a toujours les remplacements aussi qu'il faut assumer, les périodes de vacances. Vous comprenez que des démarches comme ça, c'est ce qui va nous permettre aussi de diminuer le temps supplémentaire et d'améliorer la qualité de vie des gens qui travaillent, là. Mais... mis à part là, les 21 personnes qu'on accueille, si on accueillerait 25 infirmières de plus qui travaillent à temps complet, là, donc moi je vous parle de poste, souvent c'est plus de personnes pour obtenir le poste, bien là, on serait capable de sécuriser notre offre de service, là. Parmi les nouvelles familles, 9 conjoints ont des expériences de travail variées, comme la comptabilité, la sécurité, l'agronomie et l'informatique. D'un autre côté, dans le contexte où il faut accueillir rapidement ces adultes et ces enfants dans Portneuf, les élus et le CIUS de la capitale nationale lancent un appel d'urgence aux propriétaires de la région de Portneuf pour identifier rapidement des logements disponibles dès janvier, février ou mars prochain. Ça peut être une chambre, un logement ou une maison à louer. Écoutons à nouveau le député Vincent Caron. À nous, les défis sont multiples, défis de logement, défis de transport, défis d'éducation, défis de garderie. Alors je vous avoue que déjà beaucoup de ces défis ne sont pas relevés, mais en tout cas progressent de manière sérieuse. Mais le plus grand défi auquel on fait face actuellement, c'est celui de trouver des logements pour ces belles familles qui viennent nous rejoindre dans Portneuf. Les propriétaires de logements dans Portneuf peuvent contacter dès maintenant Accès Travail Portneuf. On a appris cette semaine par le maire de Saint-Uribe, Jacques Delisle, en entrevue à la radio FM 93 à Québec, que sa municipalité est à mettre sur pied une exposition d'œuvres inédites du peintre Jean-Paul Riopelle. Cette exposition se tiendra à l'église de Saint-Uribe entre le 24 juin et le 4 septembre 2023, dans le cadre du 125e anniversaire de la municipalité et du 100e anniversaire qu'aurait Jean-Paul Riopelle. Suite à une rencontre fortuite avec un collectionneur anonyme, le maire de Saint-Uribe s'est engagé à créer un comité qui encadrera la venue de cette collection d'une vingtaine d'œuvres des eaux fortes dites bestiaires qui représentent des animaux peintes par Jean-Paul Riopelle en 1968 et jamais exposées publiquement. Le maire de Saint-Uribe affirme que les toiles du collectionneur anonyme, qui n'étaient pas encadrées, sont de vraies œuvres originales du peintre de réputation internationale et confirmé par les experts de la galerie Simon Blais à Montréal. Saint-Uribe devient donc la première municipalité à recevoir cette exposition qui deviendra itinérante. L'accès aux œuvres de Riopelle en l'église de Saint-Uribe sera gratuit au dire du maire. Saint-Uribe, qui compte un peu plus de 300 habitants, est situé entre Saint-Alban, Saint-Casimir et Saint-Ubalde dans Portneuf. 2 projets d'agriculture à Saint-Raymond figurent parmi les finalistes du concours sur les traces de Louis Hébert, dont la finale se tient ce vendredi soir, 9 décembre, à l'Université Laval. Ce concours vise à soutenir l'entrepreneuriat régional et stimuler les projets d'établissements agricoles sur le territoire de la capitale nationale et de la ville de Lévis. 4 bourses totalisant 11 000 $ seront décernées ce vendredi soir. Les 2 finalistes dans Portneuf sont tout d'abord le projet de Fanny Rouleau et Guillaume Landry dans le rang Gosford à Saint-Raymond, la fermette maraîchère La Joyeuse qui produit une variété de légumes, des œufs frais et des produits de l'érable. L'entreprise permettra à la population de s'approvisionner directement à la ferme et de profiter des sentiers de marche et du petit lac qui se trouve à proximité. L'autre projet finaliste, aussi à Saint-Raymond, ouvrira ses portes à l'été 2023. Il s'agit d'une ferme florale, le Beau Chaos, une ferme spécialisée dans la production de fleurs coupées sur une propriété de 75 acres qui pourrait permettre aussi des mariages à la carte, de l'auto-cueillette de fleurs ainsi que des événements et tables champêtres. Talussier Arbour, la salle de l'entreprise Hydromel Stoneham dans la Jacques-Cartier et Marie-Lisanne Boilly et Pierre-Luc Tremblay du Verger des Champs dans Charlevoix-Est sont les 2
2 autres finalistes du concours. Et pour nous parler de ce rêve romantique d'une ferme florale à Saint-Raymond, on rejoint via l'ordinateur Cassandre Masson. Bonsoir, Cassandre. Bonsoir, Cassandre. Ah, on ne s'entend pas. Est-ce qu'on l'entend? OK. Ah, malheureusement, on ne vous entend pas. Comment? Êtes-vous sur mute? Oui, bonsoir. Ah, OK, là, c'est parfait. Là, on s'entend. Bonsoir, Cassandre. Cassandre, parlez-nous de ce beau projet. On s'est parlé en dehors des ondes. Vous êtes, vous et votre conjoint, qui est dans la JRC, oui. Vous êtes dans le Grand Nord québécois actuellement, hein, depuis quelques années, c'est ça? En fait, on est dans les territoires du Nord-Ouest, donc plus vers... Ah, les territoires du Nord-Ouest, oui, OK. Oui, exactement. Ouais. Donc, nous, ça fait 9 ans qu'on a quitté le Québec. Et ça fait 5 ans qu'on est dans les territoires du Nord-Ouest et qu'on cherchait à faire notre retour définitif au Québec. Les deux, on est originaires de la ville de Québec, mais on cherchait à aller plus du côté de la région. C'est vraiment Saint-Raymond et la région de Portneuf là, qui nous a charmés. Oui, et donc, vous avez décidé de vous lancer dans la production de fleurs coupées. Pourquoi, justement, les fleurs? Bien, en fait, il y a vraiment un besoin à combler dans l'industrie de la floriculture. La majorité des fleurs qui sont importées au Québec sont remplies de pesticides puis ont parcouru des milliers de kilomètres. Puis on a vu justement dans les dernières années avec les tendances écolo, l'achat local, il y a vraiment un besoin à aller combler là, de ce côté-là. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la culture des fleurs, là. OK, mais comment on peut produire justement les fleurs? Quel est votre plan de match, en fait? Quel genre de fleurs? C'est quoi votre projet essentiellement? Oui, bien en fait, notre projet, c'est beaucoup vraiment des fleurs de saison puis des fleurs locales. Donc vraiment, nos cultures vont être concentrées du printemps à l'automne. Puis nous, en fait, on veut spécialiser dans les fleurs vivaces haut de gamme, qui vont être la rose et la pivoine. Donc ça va être nos fleurs d'exception qui vont être prêtes dans quelques années. Mais pour l'instant, on se concentre sur les fleurs annuelles qu'on peut faire pousser ici au Québec parce qu'on a vraiment une belle variété. On n'a pas besoin d'aller chercher nos fleurs à l'autre bout du monde, dans les Pays-Bas ou en Amérique du Sud. Il y a vraiment des belles fleurs qui poussent très bien directement ici là, au Québec. C'est ça qu'on veut offrir aux gens. OK. Est-ce que vous êtes obligé d'utiliser le principe des serres pour faire pousser les fleurs? Pas du tout. C'est vraiment, en fait, la majorité des fermes florales qui sont établies présentement au Québec en ont pas de serre ou en ont pas à leur démarrage et ça vient plus tard, après, dans leur parcours d'entrepreneuriat. Mais les fleurs poussent très bien là, à l'extérieur. Puis c'est ça qu'au Beau-Chaos, on mise beaucoup sur avoir nos cultures en jardin. On veut que ça soit esthétique. On veut que les gens trouvent ça beau quand ils viennent nous voir à la ferme. Mm-hmm. Et nous, on veut vraiment transporter nos clients complètement ailleurs. C'est pour ça qu'on s'inspire des vieux jardins anglais, de style cottage. On veut vraiment qu'il y ait une ambiance romantique, sereine, que ça soit beau et agréable. Et très, très naturel et très... agréable de se reconnecter à la nature, là, que les gens viennent sur notre propriété. OK. Quel terrain vous avez acheté? Où vous installez en fait votre production à Saint-Raymond? Oui, sur route de Chute-Panay. OK. Ouais, à côté de la rivière, pas loin de la rivière? Exactement. On est très chanceux. Une partie de la propriété, justement, longe la rivière Sainte-Anne. Et on a un petit lac de l'autre côté. Donc, notre propriété va des deux côtés de Chute-Panay. Donc, ce qui nous permet aussi de garder un endroit qui va être un peu plus vraiment familial et vraiment notre endroit un peu plus privé et vraiment d'ouvrir un autre accès de la propriété qui va être vraiment pour le public. Et on est très content de ça, là. Donc, on va avoir dès 2025 aussi une boutique sur place. Parlons maintenant du concours sur la trace de Louis Hébert. Vous connaissiez le concours avant ou comment vous avez pris connaissance de ce concours-là? En fait, dans la dernière année, j'ai travaillé très fort avec une coach qui est aussi agronome, qui travaille pour le service Agri-Conseil. Donc, elle m'a aidé à monter ma business et le plan d'affaires. C'est elle qui me dit que je devrais appliquer à ce concours-là.
Et ben, je dois lui dire un gros merci parce que justement, j'ai été sélectionnée dans les finalistes. Puis c'est une très belle expérience jusqu'à maintenant pour débuter ma carrière en entrepreneuriat. Et justement, parlons un peu des démarches que vous devez réaliser justement pour faire partie de finalistes. Quelles sont les démarches? Vous travaillez sur le projet depuis combien de temps? Ben, moi, mon projet, ça fait 1 an que je travaille dessus. Mais pour le concours, en fait, on n'avait pas besoin d'avoir du travail de fait avant. Moi, ça a donné que j'avais déjà fait une grosse partie du travail. Mais les gens, quand ils voient le concours passer, sont pas obligés d'avoir travaillé aucunement sur un plan d'affaires. Là, ils peuvent vraiment... On est jumelé avec un agroéconomiste qui ont participé au concours. OK. Donc, cette personne-là nous aide là, à bâtir un plan d'affaires qui est solide là, et réaliste. Là. OK. Ouais. Et est-ce que vous aviez un modèle d'organisation déjà en opération comme ferme florale? Est-ce que vous aviez déjà un modèle en vue? Ben, c'est une culture qui est très émergente, donc c'est sûr que des fois on regarde un peu qu'est-ce qui se fait déjà au Québec, on va voir un peu du côté des États-Unis, mais en même temps on veut toujours en tant qu'entreprise apporter quelque chose de nouveau là. Nous en fait notre entreprise, qu'est-ce qui nous différencie de la majorité des autres fermes florales établies au Québec, c'est que on veut vraiment aussi créer une communauté autour de notre projet. Et ça va être vraiment, on va organiser des événements sur place qui vont être vraiment destinés aux femmes pour le développement personnel et spirituel. Là. Donc, c'est dans nos projets, dans nos démarches, oui. Là, actuellement, sur la terre que vous avez achetée, il n'y a pas de bâtiment, rien? C'est une... Il y avait une maison ancestrale que malheureusement, elle n'était plus habitable. Donc, on a dû la faire démolir. Et au printemps prochain, on se fait construire notre maison. Et donc, on va vraiment vivre là, sur la ferme. OK. Et vous, c'est quoi votre profession, votre spécialité? Ben moi, en fait, j'ai fait un peu de tout avant la floriculture. Mais mon autre grande passion, c'est vraiment la photographie. Donc, j'ai été photographe. La photographie? Aussi. Oui, exactement. Okay. Donc, j'ai très hâte aussi de jumeler les deux, en fait, puis de partager aussi sur les médias sociaux et partout dans le monde vraiment aussi là, mes fleurs via la photographie. OK. Vous êtes qu'est-ce qui vous inspire en photographie? La nature? Oui, ça a toujours été une grande source d'inspiration. Oui, beaucoup. Oui. OK. J'imagine que dans le Grand Nord, oui. Vous avez sûrement profité de l'occasion pour voir des paysages assez époustouflants, j'imagine. Ah oui, j'ai vécu 2 ans sur juste le bord de l'océan Arctique, donc ours polaire, phoques, muskox, des bœufs musqués, tout, là, les renards arctiques, on était très isolés, donc j'ai eu vraiment la chance de voir beaucoup. Et peut-être en terminant, parlons justement demain, vous serez... Qu'est-ce que ça exige demain? Le concours, en fait, c'est la finale. Comment ça se passe exactement et qu'est-ce que vous devez préparer? Mais en fait, pour la finale, bon, donc on devait avoir remis notre plan d'affaires, puis on doit présenter notre entreprise en 5 minutes seulement. Okay. Ce qui n'est pas beaucoup, spécialement qu'on a une grille d'évaluation, donc on a des points à respecter et à mentionner durant notre présentation. Et après, il y a à peu près un 10 minutes qui est dédié aux questions des juges. Donc là, il faut défendre un peu notre entreprise et comment on le bâtit. Mais ce qui est le fun avec le concours Louis Hébert, c'est qu'on est tous un peu gagnants. Ouais. Les 4 finalistes, on repart avec un prix. Ben oui, c'est ça. C'est quand même des bourses. C'est 5 000 la première place, puis après ça, 1 000 la dernière. La quatrième, c'est 1 000 $. Donc, à mon opinion, à moi, il n'y a pas de perdant demain. Puis je me suis fait dire que c'était un très beau concours, que les gens sont très amicaux, puis c'est pas un concours qui est stressant. Les juges ils veulent notre bien, ils veulent pas nous mettre mal à l'aise demain, ils veulent pas... Ah, évidemment. Oui. Donc, je pense que ça va être vraiment une belle expérience. Je suis contente de commencer mon parcours en entrepreneuriat avec un concours comme ça. Vous serez accompagné, je pense, hein, comme finaliste. Vous serez accompagné pendant quelques mois la prochaine année ou? Oui, avec un agroéconomiste. Oui, exactement. Avec Agriconseil aussi. Ouais, ils nous donnent une bourse. Chacun des finalistes, on a une petite bourse aussi pour nous aider à aller chercher de l'aide pour continuer à bâtir notre entreprise dans les prochains mois.
OK. C'est facile de trouver l'aide qu'on a besoin pour partir en affaires comme ça? Ben moi, je trouve qu'au Québec, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, je trouve qu'on est très choyé, là. Oui. Ouais, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent soutenir les nouveaux entrepreneurs dans le domaine agricole. Donc, en terminant, les échéanciers pour vous, c'est le printemps 2023, en fait? Le printemps 2023, ça commence. Vraiment, on fait nos planches de culture sur la terre, on aménage tout. Les semis de nos fleurs vont être en terre. Et dès le début de l'été, ben, je vais commencer à vendre mes premiers bouquets dans les marchés publics de Port-Neuf et de la région de Québec. OK, on aura sûrement l'occasion d'aller vous rencontrer. Alors, oui, Cassandre Masson de la ferme florale Le Beau Chaos. Peut-être juste un petit mot. Le Beau Chaos, pourquoi justement ce nom-là? Le Beau Chaos, ça représente beaucoup, en fait, ma famille. Je suis maman de 4 enfants. Quand même. 3 garçons et une petite fille qui vient tout juste d'avoir 5 semaines. OK. Et en fait, j'ai toujours dit un peu que notre vie était très chaotique, mais qu'en même temps, je trouve que notre vie, elle est belle. Donc, c'est le beau chaos. Et c'est un peu l'image que je veux donner aussi pour l'entreprise. Je veux que la nature... je veux pas contrôler la nature. Je veux que ça soit beau. Je veux que ça pousse en jardin. Je veux que ça soit très naturel. Et laisser un peu contrôle à la nature. Oui. En harmonie, effectivement. En harmonie, exactement. Très bien dit. Alors, Cassandre Masson de la ferme florale Le Beau Chaos, merci beaucoup de cet entretien, puis bonne chance pour demain, puis votre projet aussi. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Après la pause, d'autres nouvelles et un reportage sur un futur retour à la pêche au saumon dans la Jacques-Cartier. Grâce à vos idées, nous avons un plan pour la transition énergétique. Léo, qu'est-ce que tu fais là? Ben, je vais vous l'expliquer, le plan. OK. Premièrement, on veut manger plus de fruits et légumes d'ici. Ben oui, même l'hiver, grâce à notre énergie propre. C'est ce que je disais. Wow! Faut moins polluer pour se déplacer aussi. Là, tu parles de la mobilité durable. Ouais, puis tous les petits gestes comptent, fait que oubliez pas d'éteindre les lumières avant de partir, là. J'aurais pas dit mieux, mon Léo. Faites partie de la transition énergétique. Visitez énergieencommun.ca. Bon, je suis pas supposé de vous le dire, là, mais je vais avoir une invitée bien spéciale dans mes prochains spectacles. Tu sais, genre gros calibre, diva internationale, je capote! Bon, OK, je peux pas garder ça pour moi, là. Alors, moi, Rita Baga, je vais chanter et danser en duo avec... Québec International a publié la semaine dernière sa nouvelle édition du portrait de la capitale nationale et des MRC qui la composent. Le portrait dresse une synthèse de l'environnement d'affaires et des enjeux de développement économique propres aux MRC de Charlevoix, Charlevoix-Est, la Côte-de-Beaupré, l'île d'Orléans, la Jacques-Cartier, la MRC de Portneuf et la ville de Québec. Le document inclut un condensé sur la situation démographique, l'emploi et le marché du travail, les principaux secteurs économiques et investissements, ainsi que des perspectives de croissance et des défis particuliers à chacun des territoires. La plupart des indicateurs montrent que la MRC de Portneuf est dans une phase de croissance. Sa population a connu un accroissement de 4,7 % entre le recensement de 2016 et 2021. Le solde migratoire 2020-2021 a plus que doublé. C'est 940 résidents de plus par rapport aux 363 résidents en 2018-2019. Le revenu des ménages et les salaires dans Portneuf ont également augmenté. Parmi les défis, à l'instar des autres MRC de la capitale nationale, Portneuf fait face à un important défi de remplacement de la main-d'œuvre et doit investir davantage dans le logement de type locatif pour attirer davantage de travailleurs et de jeunes.
À Pont-Rouge, ce lundi 5 décembre, le conseil municipal a adopté un budget 2023 de 17 500 000 $, une augmentation de 10,2 % par rapport à 2022. 35 projets figurent dans le programme triennal d'immobilisation 2023-25 pour un total d'investissement de 30 100 000 $. Dans le but de soutenir la population devant l'augmentation significative du coût de la vie, Pont-Rouge augmentera sa facture de taxes de 3 %. Le taux d'inflation se situe à 6,7 %. Les propriétaires d'une maison unifamiliale moyenne évaluée à 270 000 verront une hausse de la facture de 81 $. Pont-Rouge maintient le gel des tarifs de la gestion des eaux usées, de l'aqueduc et des matières résiduelles. 13,8 millions seront investis dès 2023 dans l'entretien et la mise aux normes des réseaux d'aqueduc et de la rue de la Fabrique, dont d'importants travaux sur une portion de la rue Dupont et de la rue de la Fabrique. Les subventions gouvernementales s'élèvent à 47 % du montant total prévu. En 2022, Pont-Rouge évalue à 42,5 millions les investissements en construction sur son territoire, qui compte plus de 10 100 habitants. Le même soir, 5 décembre, la ville de Shannon a adopté un budget 2023 de 9 millions de dollars et limite la hausse du taux de taxation à 3,5 % pour respecter la capacité de payer des contribuables dans le contexte de l'inflation, a souligné la mairesse Sarah Perrault. La ville de Shannon a donc présenté pour l'année 2023 un budget total de 9 64 200 ainsi qu'une dette nette de 4 410 000 $ et un solde de fonds disponibles de 2,5 millions. Le renouvellement des infrastructures des loisirs, un nouvel espace commémoratif aux couleurs du 75e, la réfection du réseau de distribution de l'eau potable et des eaux usées, le pavage d'une section de la rue de Tironne, ainsi que le réaménagement des bâtiments municipaux figurent parmi les priorités de la ville de Shannon. Soulignons que la ville procédera à l'achat d'un radar mobile ou de radars mobiles afficheurs de vitesse pour favoriser le respect des limites de vitesse. Shannon compte près de 6 500 habitants. La Fondation Alcoa octroie un montant de 300 000 $ sur 3 ans au Jour de la Terre Canada pour réduire et valoriser les déchets organiques dans les MRC de Portneuf, Manicouagan, Bécancour et Nicolet-Yamaska, où elle exploite des alumineries. Le programme Action Réduction, qui a débuté à la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf cet automne, s'échelonnera dans les 3 autres MRC d'ici juin 2024. Dans les 4 MRC, Jour de la Terre Canada vise à former et sensibiliser au total 350 établissements à la réduction des matières résiduelles pour détourner environ 3 000 tonnes de matières organiques de l'enfouissement d'ici juin 2024. Dans Portneuf, on vise à rejoindre une centaine de commerçants d'ici au 1 an pour détourner de l'enfouissement 700 tonnes de matière organique. Tout commerce, un café, une épicerie, un transformateur agroalimentaire ou une pharmacie bénéficiera d'un accompagnement personnalisé dans la démarche. L'équipe du Jour de la Terre Canada a prévu aussi offrir des formations dans les écoles des régions soutenues. La Société du patrimoine de Saint-Raymond est en pleine vente de son calendrier historique 2023, une tradition bien ancrée à Saint-Raymond depuis une quinzaine d'années. Pour nous en parler et d'autres projets, on reçoit le président de la Société, Sylvain Gingras. Bonsoir, Sylvain. Bonsoir, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Oui. Et toi aussi, oui? Oui, ça va très bien. Oui, travaille fort. Oui. Ah, oui. Sylvain, Tu es maintenant président de la Société du patrimoine, une organisation qui existe quand même depuis quoi? Depuis 2004, je pense, depuis le début des années 2000. Hein? Pourquoi prendre la présidence, justement? Bien, premièrement, j'avais été un des fondateurs autrefois. OK, tu avais été un des fondateurs. Avec Gaëtan Borgia, Gaëtan Genoël, qui était le premier président. Oui. Par la suite, j'y allais pas régulièrement, j'y allais à l'occasion, parce que je travaillais souvent le soir, je ne pouvais pas me mettre à temps plein sur ça. Mais là, j'ai eu l'occasion. Ben ouais. Au mois d'avril passé, M. Luc Tremblay il a remis sa démission, ça faisait déjà 5 ans. Fait que les membres m'ont fait confiance, je suis bien content de ça. Et puis parce qu'ils ont fait de l'excellent travail avant.
Fait que là, on continue l'équipe, puis on continue à avoir des nouveaux projets. Ben ouais. Puis justement, parlons des projets. Comment tu vois justement la Société du patrimoine actuellement? C'est sûr qu'on est toujours en recrutement de nouveaux membres pour avoir des nouvelles idées et travailler. Parce qu'on a beaucoup de classements à faire aussi, on a beaucoup d'archives. Fait qu'on a beaucoup d'ouvrages à faire sur ça. Mais on a des projets en marche qui ont toujours été en marche, comme le calendrier. Oui. Bien, il y a le prix Claude Huot qu'on vient de remettre dernièrement. Oui, oui. Fait que ça, on continue encore ça. Puis là, ben, on a des petits projets tout le temps, mais on va arriver avec des nouveaux projets là moi, je vais aller essayer de voir qu'est-ce que dans d'autres régions font, comme les sociétés d'histoire et du patrimoine. Tu vas faire un tour un peu ailleurs pour voir... Oui, parce qu'ils ont certainement des idées qu'on n'a pas pensées. Dans les archives, vous recevez toujours des archives. S'il y a des gens qui veulent donner des photos, comment fonctionner justement? Bien, c'est sûr qu'on fait tour. On essaye aux gens d'aider à conserver leurs documents et surtout les vieilles photos. Et il y en a encore dans des familles qui ont encore des trésors. Nous, on appelle ça des trésors. Pour eux, c'est peut-être moins intéressant, mais ça veut dire qu'on lance un appel à ces gens-là concernant qu'on peut se rendre chez eux avec un scanner ou même avec un photographe, avec un appareil photo pour reprendre leurs photos. S'ils ne veulent pas nous les passer, on va se rendre chez eux, puis on va les scanner, puis on peut les remettre après ça sur une clé ou peu importe. OK. Qu'est-ce que vous recherchez spécialement? Bien, c'est surtout les vieilles photos. Ou s'il y aurait des écrits, des fois, il y en a qui ont des écrits de leurs grands-parents qui ont écrit sur leurs arrière-grands-pères ou leurs grands-pères et tout ça. C'est plutôt des bouts d'histoire qui pourraient être très intéressants. Photos de résidence, photos de personnes? Oui, photos de personnages, photos surtout des gens en train au travail à l'époque, au champ, où c'était beaucoup des cultivateurs. Mais souvent, ça peut être des thèmes, travail, la vie sociale, les sports ou peu importe. Et ça, vous accumulez ça? Qu'est-ce que vous faites justement avec ces archives? Bien, nous, on les scanne, on les classe par sujet. Et puis après ça, bien là, ça va servir à un moment donné, soit qu'on a souvent dans le calendrier, on a besoin de nouvelles photos toujours. Puis à un moment donné, bien, ça peut se développer sur d'autres choses. Ça pourrait être même un documentaire ou sur Saint-Raymond. Moi, depuis que j'ai arrêté mon livre sur le Triton et Tourili, j'ai beaucoup fait de la généalogie sur mes ancêtres. OK. Les gens gras. Oui, les gens gras, parce que moi, ma mère, c'est une Vézina, mais quand je remonte à plusieurs ancêtres. Là. OK. Fait que là, de leur départ, où ce qu'ils étaient, parce qu'on dit, ils sont arrivés ici, ils ont suivi les 4 fondateurs, les Derry, Caillé, Plamondon et Duplain. Oui. Fait que j'ai retrouvé beaucoup ceux qui sont partis avec eux autres par après. Okay. Puis là, je retrouve le terre, où est-ce qu'ils sont partis, là, de l'ancienne Lorette, Saint-Augustin, Château-Richer. C'est intéressant. Fait que là, si on peut... ça peut mener à un beau document, ça aussi. Bien entendu. Parlons maintenant du calendrier. Qu'en est-il, ce calendrier 2023? Comment on... Je peux le montrer. Oui, je ne sais pas, est-ce qu'on peut le voir? Quelle caméra? OK. Ah, ici. OK, parfait, excellent. OK, ça, c'est le calendrier, parfait. Puis, comment vous le concevez? Vous êtes une équipe, j'imagine, un comité? Oui, il y a un comité qui s'occupe de choisir les photos. Puis après ça, en groupe, on choisit les 12 photos qui vont faire le calendrier pour la saison. Là, c'est notre 16e édition. Ça, c'est la 16e, OK. Oui. Puis il est toujours vendu d'un point de vente habituel, là, comme chez Home, à la ville, par les membres, chez BMR. Est-ce qu'on peut voir quelques photos, justement, de ce que vous avez choisi? Peut-être qu'on peut le voir à la... Oui. Je pourrais en montrer. Oui, quelques-unes. Ça, OK, ça, c'est genre... des photos... on peut savoir c'est qui? Une partie de sucre. Ah, OK, une partie de sucre. Partie de sucre. On a quoi aussi comme... Non, c'est une randonnée en raquette. Okay. Il y avait tout ici même, parce que ça ici, c'est une photo qui vient du photographe Duplain. Ah!
C'est intéressant. Est-ce qu'on a les dates des photos? Oui, oui, à certains endroits, les dates sont marquées. On a des classes dans les années 40 avec les noms des élèves. Ça, c'était où, ça? Au collège. Au collège. Au collège Saint-Joseph. OK. On a une fanfare, les zouaves, l'époque des zouaves, puis avec un genre de fanfare, une fanfare. On collabore aussi beaucoup avec la ville de Saint-Raymond quand ils ont des projets, parce qu'on a fait beaucoup de panneaux. Et des panneaux historiques là, sur le pont et centre-ville. Puis la société a fait aussi un livre sur les photos des familles de nos ancêtres. Oui. Et puis un livre sur les mers, un livre sur les croix de chemin. Puis on collabore avec la Fondation Plamondon. D'ailleurs, là, sur leur l'exposition sur les photographes, on a collaboré avec eux. Oui, c'est vrai. Okay. Ça a été un gros succès. Oui, tout à fait. Ça revient l'an prochain encore. Ceux qui n'ont pas été, je lance vraiment. Oui, c'est vraiment à la Maison Plamondon, effectivement. Oui. OK. Fait qu'on collabore avec les gens. Puis là, on a un projet aussi de rendre hommage au Monseigneur Vachon, Alexandre Vachon, qui son monument est à Chute-Panay, dans une place qui n'est pas trop visible. On travaille avec la ville de peut-être ramener ça ici. Plus dans le centre-ville? Plus dans le centre-ville. OK. Pourquoi elle est là, justement? Sur la terre ancestrale où Monseigneur Vachon est venu au monde. Ah, OK. Mais il est dans une curve, c'est un peu dangereux d'arrêter. Ça c'est un beau projet parce que Monseigneur Vachon, ça a été un scientifique. C'est lui qui a parti le département de chimie à l'Université Laval. D'ailleurs, le pavillon Vachon porte son nom. Puis là, il y a la rue Monseigneur Vachon, il y avait l'école Monseigneur Vachon autrefois. C'est un de nos personnages important. Oui, un personnage très important avec Louis Jobin, Monseigneur Vachon et les autres, Luc Plamondon. Et ça, on parle de quelles années? Les années 40. Les années 40? Oui. Il était évêque à Ottawa. C'est un beau projet qu'on est en cours là, pour... OK. Ça, pour réaliser ça en 2023? Oui, pour 2023, avec la ville. Et puis là, nous, on est au Centre Augustine Plamondon. Ça veut dire... Encore? On fait nos réunions le lundi. Fait que ceux qui seraient intéressés à venir se joindre à notre groupe pour préparer des projets ou... ça serait bien intéressant. Puis on lance aussi aux gens, s'ils voudraient faire, s'ils veulent avoir la généalogie de leur famille, on peut leur aider. OK, vous offrez ce service-là? Oui, on pourrait offrir ce service-là. On va avoir la recherche, en fait. Oui, faire la recherche sur leur ancêtre, puis essayer de trouver... c'est un bon service, ça, quand même. C'est récent, ça, comme... Oui, bien, c'est sûr qu'on parle souvent de ça. Essayer d'aider à les diriger, comment faire pour retrouver leurs ancêtres et tout. Ah, alors vous avez du pain sur la planche. Moi, j'en ai fait beaucoup depuis 4 ans. Je fais rien que ça, là, puis c'est intéressant. Tu étais un chercheur, toi. Tu étais un recherchiste. Oui, j'arrête. Pour moi... Toute ta vie, ça, en fait. C'est ça. OK. Est-ce que tu fais d'autres recherches? Parce que on a travaillé ensemble sur certains projets, justement, au niveau de la chasse et pêche. Est-ce que tu es encore aussi dans ce domaine-là? Non, pas. Non. Je le suis un peu parce que dans ma généalogie, on a toujours, à l'époque, c'était le premier métier, c'était un peu les trappeurs, c'était la fourrure. Fait qu'on est toujours là-dedans. Puis les gens qui arrivaient, ils faisaient la pêche puis la chasse, nos ancêtres, parce qu'il n'y avait pas de nourriture ici. C'est sûr. C'est ça, je travaille beaucoup sur quand ils sont arrivés, comment c'est de la misère qu'ils ont eue, mais c'est le fun. Puis sur leur traversée en bateau. OK, fait que ça, tu vas nous raconter ça à un moment donné. Oui. Ah, c'est bien. Ça serait intéressant. Et peut-être juste un petit mot en terminant. Le calendrier, ça se vend. Juste, c'est votre principale source de financement. Oui, c'est ça. Ça veut dire ceux qui peuvent. En fait, combien à peu près? Environ 300. 300, OK, avant. Oui. Et il est seulement 10 $. Et seulement 10 $. Donc, les gens peuvent s'en procurer, comme vous avez dit, à pharmacie. À pharmacie, oui. Pharmacie, BMR, Home et quelques autres endroits, la ville et les membres. Si les gens veulent me contacter, moi mon numéro, c'est 418-337-4867. 4867? Oui. Parfait. Bon, Sylvain Gingras, président de la Société du patrimoine de Saint-Raymond, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis bonne suite. Merci bien.
Après la pause, d'autres nouvelles. Il y a un sondage sur un retour de la pêche au saumon dans la Jacques-Cartier. Je vais vous dévoiler comment on fait disparaître une bouteille avec un foulard. Vous couvrez la bouteille avec le foulard et là, attention. 1, 2, 3. La bouteille disparaît. Je vous dévoile le secret du tour. Tout ce qu'il faut faire, c'est disparaître. La Fédération québécoise des municipalités, la FQM, a salué le discours inaugural prononcé par le premier ministre François Legault la semaine dernière. Les demandes de la FQM, mises de l'avant dans sa plateforme électorale des régions, ont trouvé écho auprès du gouvernement, selon les dirigeants de la Fédération. Pour développer les régions, le premier ministre a rappelé ses engagements d'investir 470 millions pour aider les villages à assurer les services de proximité, 1,5 milliard pour la mise à niveau ou la construction d'infrastructures sportives et 40 millions pour protéger le patrimoine religieux. La FQM souligne également l'intention du gouvernement de poursuivre le dévoilement ou le développement de la filière éolienne et d'élaborer une politique nationale d'aménagement du territoire. Les différents services de police du Québec ont intensifié leurs interventions cette semaine jusqu'au 2 janvier 2023 lors d'opérations ciblant la capacité de conduite affaiblie par l'alcool ou la drogue. Des opérations de dépistage sont réalisées dans des points de contrôle. En parallèle, une campagne de sensibilisation est déployée sur les différentes plateformes des médias sociaux et la Société de l'assurance automobile du Québec effectue une campagne de sensibilisation jusqu'au 1er janvier ayant pour thème « Lorsqu'on boit, on ne conduit pas ». L'alcool ou la drogue demeure l'une des principales causes de décès dans les collisions routières au Québec entre 2016 et 2022. En moyenne, l'alcool était en cause dans 25 % des collisions mortelles et dans 15 % des collisions avec blessés graves. Malgré des arrestations à Saint-Raymond et Pont-Rouge, les policiers observent une recrudescence du nombre de signalements de fraude à travers la province, utilisant le stratagème où ils se font passer pour des institutions financières ou des agences gouvernementales. Les fraudeurs demandent à la personne visée de remettre une carte bancaire ou de crédit avec les numéros d'identification personnelle. Des plaignants ont subi des pertes considérables dans les derniers mois au Québec. Jusqu'au 15 mars prochain, inclusivement, tous les véhicules routiers motorisés immatriculés au Québec, autres qu'un véhicule lourd, un véhicule outil ou une machine agricole, doivent maintenant être munis de pneus d'hiver. Le règlement prévoit toutefois quelques exceptions provisoires, notamment lors des 7 premiers jours qui suivent l'achat d'un véhicule à un commerçant. Seuls les pneus munis de crampons ou ceux affichant sur le flanc un pictogramme montant un flocon de neige dans un profil de montagne sont reconnus comme pneus d'hiver par le Code de la sécurité routière. Les automobilistes qui roulent sans des pneus d'hiver reconnus s'exposent à une amende qui varie de 200 à 300 $ en plus des frais. La CBJC a dévoilé les résultats d'un sondage sur le potentiel retour de la pêche au saumon dans la rivière Jacques-Cartier, un projet d'ici à quelques années. Les efforts de réintroduction du saumon dans la rivière Jacques-Cartier depuis les années 80 portent quand même fruit. 568 saumons ont été transportés de la passe migratoire à Cap-Santé jusqu'en amont de la rivière à Pont-Rouge cette année. Écoutons le reportage de Charles Laviolette.
De par l'historique de la corporation du bassin de la Jacques-Cartier, qui à l'époque était la corporation de restauration de la Jacques-Cartier, on a toujours eu un lien étroit avec le saumon de la rivière Jacques-Cartier. On a été l'initiateur de la réintroduction du saumon dans la rivière Jacques-Cartier en 1979, puisqu'il avait disparu à partir de 1913 lorsqu'ils ont construit un barrage à Donnacona. Donc, réintroduction à partir des années 80. Il y a eu le retour du saumon vers 1982 et les premiers saumons pêchés donc, ont été en 1983. À partir de 1991, la pêche au saumon s'est structurée à travers une zone d'exploitation contrôlée, une ZEC, de la rivière Jacques-Cartier pour encadrer la pêche au saumon. Cette ZEC-là a été en activité de 1991 à 2004. Ça a pris fin en raison du moratoire qu'il y a eu sur la pêche au saumon au niveau provincial à cause que les stocks dans toutes les rivières du Québec baissaient. Donc, il y a eu un moratoire et pour la rivière Jacques-Cartier, ça a été la fermeture complète de la pêche au saumon. Les pêcheurs à saumon, ce sont des ambassadeurs du saumon. Ils sont là pour la conservation de la ressource et généralement, ils sont de bons porte-parole, de bons relayeurs pour la conservation du saumon. On pense que ça va ramener tranquillement le saumon dans le paysage social, chose qu'on constate qui a diminué avec le temps depuis la fermeture de la pêche au saumon. Donc, avec l'aide de la Fédération québécoise du saumon de l'Atlantique, la FQSA, on a distribué un sondage là, à travers le Québec au mois de février dernier qui posait des questions en lien avec la connaissance au niveau de la population de saumon de la rivière Jacques-Cartier, sur l'intérêt à venir pêcher le saumon dans la rivière Jacques-Cartier, sur leur approbation de certaines modalités particulières que la rivière au saumon pourrait adopter quant à la pêche au saumon. Et s'il y avait des mesures de conservation supplémentaires qui pourraient être bénéfiques pour le saumon. Ce qu'on a remarqué à travers le sondage, c'est qu'il y avait une certaine lacune au niveau de la connaissance de la population de saumon de la rivière Jacques-Cartier. C'est seulement un peu plus qu'un pêcheur sur deux qui connaissait un peu l'histoire et la situation de la population de saumon ici sur la rivière Jacques-Cartier. Pour ce qui est de la deuxième question, c'est assez clair. Là, il y a 9 pêcheurs sur 10 qui ont un intérêt à venir pêcher sur la rivière Jacques-Cartier. La rivière Jacques-Cartier, c'est la rivière à saumon la plus au sud au Québec, caractérisée par une température d'eau qui est assez chaude. Et la température de l'eau, ça, c'est une variable là, importante pour la survie du saumon. On sait que lorsque la température augmente en haut de 20 degrés Celsius, ça stresse le saumon. Et si on rajoute de la pêche avec ça, ça peut stresser encore plus le saumon puis compromettre sa survie. Donc, il y a différentes modalités qui seraient à mettre en place si jamais on ouvrait la pêche au saumon dans la rivière Jacques-Cartier, comme des protocoles de pêche en eau chaude, lorsque la température de l'eau augmente en haut de 20 degrés. Remise à l'eau obligatoire, il y aurait possiblement là, des modalités au niveau des hameçons ou des grosseurs de mouches à utiliser. Le réseau de télévision Nouveau a dévoilé cette semaine les noms des 5 agriculteurs et agricultrices célibataires qui tenteront de trouver l'amour lors de la 11e saison de L'amour est dans le pré, qui sera de retour à compter du 12 janvier 2023. Parmi les 5, on retrouve Anne-Sophie Paquette de la ferme Syldia à Neuville. Anne-Sophie, âgée de 24 ans, est productrice bovine, avicole et acéricole, en plus d'occuper un siège de conseillère municipale à la ville de Neuville. Animée par Catherine Levac, la télé-réalité aura contribué à la création de 17 couples et la naissance d'une trentaine d'enfants.
La MRC de Portneuf lance son 17e appel de projet du Fonds patrimoine et culture dans le cadre de l'entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec. Un budget de 35 000 $ est disponible en 2023 pour appuyer des projets qui sont en lien avec la politique culturelle de la MRC. Les organismes à but non lucratif ou les coopératives à mission culturelle peuvent proposer des projets artistiques ou en patrimoine qui doivent avoir une durée définie et constituer une réalisation unique. Le financement peut atteindre un montant maximum de 7 500 $ ou jusqu'à concurrence de 50 % des coûts du projet. Les demandes doivent être transmises au plus tard le 30 janvier 2023. Le vitrail de la chapelle du lac Sept-Îles, qui a été démoli en 2017, a été restauré et il se retrouve maintenant dans l'église de Saint-Raymond. Écoutons le reportage de Danick Julien. Le vitrail, qui appartenait anciennement à la chapelle du lac Sept-Îles, a finalement été installé cet été à l'église de Saint-Raymond par les membres du comité de consultation et d'organisation locale de Saint-Raymond. L'une des membres qui a porté le projet, Mme Lynne Beaupré, nous explique l'histoire de ce fameux vitrail. Donc, en 1952, une paroissienne de Saint-Raymond, Mme Lélia Savary-Genois, avait organisé une collecte pour défrayer les coûts du vitrail. Donc, c'est M. Olivier Ferland qui a fait l'œuvre. C'était un élève de M. Marius Plamondon, un célèbre verrier de Québec, qui est né à Sillery, mais ses parents étaient originaires de Saint-Raymond. Son père s'appelait Marius Plamondon également. Puis, M. Ferland, c'était une de ses premières œuvres. Puis, dans les recherches qui ont été faites, il aurait probablement réalisé ce vitrail dans l'atelier de M. Marius Plamondon. Madame Beaupré était présente dans tout le processus ayant mené à l'installation du vitrail à Saint-Raymond. La voici à nouveau. C'est en 2016 que, lorsque la vente était officialisée avec la ville de Saint-Raymond, que les bénévoles de la fabrique ont démonté le vitrail qui était placé dans la fenêtre en arrière de l'hôtel. C'était en 3 parties, donc les carreaux ont été démontés, apportés au sol de l'église à Saint-Raymond. Ensuite, ça a été de trouver un artisan verrier, un maître verrier pour réparer les carreaux qui étaient brisés. À un moment donné, on cherchait les membres de l'Assemblée de fabrique et il y a eu un article qui est paru parce qu'il y avait quelque chose qui avait été fait à la chapelle au lac Saint-Joseph. Puis c'était le nom de M. Jean-Yves Richard était mentionné, que c'est lui qui avait réalisé l'œuvre. Donc on l'a contacté. Puis c'est quelque chose qu'il pouvait faire. Il est venu voir l'état des carreaux. Puis donc il a effectué le travail de restauration. Le vitrail, qui est en partie fait de plomb, demeure massif. Madame Beaupré nous explique ce qui a été fait pour son installation ainsi que pour l'installation des lumières qui l'éclairent. Donc, le cadre en pin, c'est les 3 parties. Puis en arrière, c'est des rails de métal. Puis il y a des rails, autrement dit, les rails au mur sont comme ça. Puis les rails il y a les rails accrochés au bois du vitrail qui sont comme ça. Okay. Donc, s'il arrive quelque chose, qu'il y a des lumières qui ne fonctionnent plus, bien, on va prendre une partie, on va la sortir. Plusieurs personnes ont fait en sorte que le projet soit complété, tels que Richard Pépin, Frédéric Anger et Richard Côté. C'était Danick Julien pour CJSR. L'organisme Intergénération Québec a lancé la nouvelle édition du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle qui valorise et promeut les initiatives favorisant le rapprochement entre les générations à travers la province. 6 projets lauréats seront récompensés par des bourses de 1 000 $. Le concours est ouvert à tous les organismes et institutions à but non lucratif ou individus ayant mis en place un projet intergénérationnel entre avril 2022 et mars 2023. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire avant le dimanche 26 février 2023 en remplissant le formulaire d'inscription sur le site Internet d'Intergénération Québec. Les lauréats seront dévoilés lors de la prochaine édition de la Semaine québécoise intergénérationnelle du 21 au 27 mai 2023.
La MRC de la Jacques-Cartier a dévoilé les 7 lauréats de la 22e édition du concours La Carte de Noël régionale. Le préfet, Sébastien Couture, a annoncé les gagnants dans une vidéo présentée sur la page Facebook de la MRC de la Jacques-Cartier. Plus de 140 artistes de tous âges ont soumis leur œuvre. 41 ont été retenus finalistes et soumises au vote du public pour le prix Coup de cœur. L'artiste qui remporte les grands honneurs est Daliane Bourassa de Stoneham et Tewkesbury avec son œuvre Noël au ski. Elle gagne également dans la catégorie Jeunes talents 12-16 ans. Le prix Coup de cœur en ligne a été remis au groupe de Marie-Claude et Chantal du service de garde de l'école Montagnac à Lac-Beauport. C'est le préfet qui a sélectionné l'œuvre gagnante qui illustrera la carte de Noël de la MRC de la Jacques-Cartier. Pour une 15e année, les familles peuvent échanger ou acheter des jouets au kiosque de Noël à Place Côte-Joyeuse à Saint-Raymond, qui est opéré par Richard Pearson et son équipe durant tout le mois de décembre. Les jouets sont divisés par catégorie et on retrouve des poupées, livres, casse-tête, figurines, jeux vidéo, Lego et autres. Les profits serviront à aider les plus démunis du territoire. Le Père Noël du territoire, en fait. Le Père Noël sera de retour pour une 3e année à Shannon le dimanche 18 décembre prochain entre 13h et 17h. Les membres du service de la sécurité publique de Shannon accompagneront le Père Noël et la Fée des Étoiles à bord du camion incendie qui sillonnera les rues de Shannon. Les 22 bénévoles de la Société de développement commercial, la SDC de Saint-Raymond, ont récolté 9 175 $ lors de la 12e édition de la guignolée de la SDC qui se tenait le jeudi matin 1er décembre dernier aux principales intersections de la ville de Saint-Raymond. L'argent sera remis au SOS Accueil pour la confection des paniers de Noël. Et un petit mot en terminant pour dire que les bénévoles de Nez Rouge Port-Neuf seront en opération ce vendredi et samedi 9 et 10 décembre, ainsi que les vendredis et samedis 16 et 17 décembre. C'est dans les locaux de la Licorne du Halo, au 152 rue Notre-Dame à Donnacona, que sont aménagés les locaux de la centrale satellite qui fait partie en fait de Nez Rouge, Québec. Les dons seront d'ailleurs versés aux œuvres de la Licorne. L'organisation invite aussi la population à s'inscrire pour devenir bénévole. L'inscription se fait en quelques clics. Il s'agit d'aller sur le site opérationnezrouge.com. Alors, ça complète Info CJSR pour cette semaine. Merci à Charles, Danick, Aubert, Tony, Suzy, Luc, Carole et nos invités. Et merci de nous suivre à chaque semaine sur nos différentes plateformes. Et on se laisse avec des images de saumon atlantique. Alors, bonne semaine.